Merci encore une fois d'être au rendez-vous de E-Tech qui reçoit ce dimanche un expert en Open Innovation, cette salle. Merci d'être revenu à l'émission E-Tech. Bonjour. Bonjour Ousmane. Merci pour l'assiduité et puis bienvenue chez nous. C'est toujours un plaisir donc de venir participer à l'émission de E-Tech. Et donc l'occasion pour moi, c'est l'occasion pour moi donc de saluer d'abord vos auditeurs et vos auditrices, saluer également le personnel du Media Invest et vous remercier pour cette invitation. C'est un plaisir. Open Innovation, un de ces termes en anglais, de ces innombrables et interminables termes en anglais. Open Innovation, ça veut dire quoi? Alors, Open Innovation ou l'innovation ouverte en français. Alors, c'est un processus d'innovation qui met à contribution les externalités positives. Une entreprise donc développe une stratégie d'open innovation quand elle s'ouvre et pour aller attirer donc de l'expertise, des talents de l'extérieur, donc pour pouvoir en tout cas intégrer l'ensemble des innovations qui ne sont pas de son domaine. Oui, mais forcément, c'est le cas que l'on consacre ce terme ou pas. C'est le cas. Une entreprise normale, elle s'ouvre à l'extérieur, elle essaie de s'inspirer d'autres initiatives, non pas seulement dans le pays concerné, mais même à l'étranger. Oui, c'est le cas, mais aujourd'hui, la tendance est encore beaucoup plus forte. Parce que comme vous le savez, si on regarde un peu l'histoire de l'innovation, donc il y a un processus qui a démarré depuis longtemps, depuis la révolution industrielle. Et ce qui se passait souvent, c'est que les gens travaillaient en vase clos. Donc il y avait ce qu'on appelle l'innovation fermée, parce qu'il y avait donc véritablement tout ce qui est découverte, tout ce qui est invention et innovation était top secret. Donc à l'époque, il y avait vraiment une très forte concurrence. Donc et souvent ce qui se passait, c'est que les entreprises créer à leur sein des structures qu'on appelle donc des services de recherche et développement, alors qui étaient donc carrément prises en charge par les entreprises en interne. Aujourd'hui, avec la révolution digitale, avec la vitesse et l'accélération donc de l'innovation, donc les entreprises n'ont plus cette possibilité. Donc ils préfèrent se consacrer sur le cœur de leur métier et maintenant, quitte à aller chercher donc de l'expertise, donc des talents externes qui sont dotés de créativité et d'inventivité pour s'associer et développer donc leur politique d'innovation. Alors aujourd'hui, concrètement, dans le domaine du digital, l'Open Innovation se manifeste par une association donc entre les startups d'une part et les grands groupes de l'autre part. Vous savez, les grands groupes ont souvent les capitaux. Ils ont souvent les marchés, ils ont la clientèle, ils ont également les réseaux, mais ils manquent souvent d'agilité, ils manquent d'inventivité. De l'autre côté, on a les startups qui ont cette capacité à aller vite, à pivoter, à développer. Ils sont agiles, hein? Qui sont agiles, donc, mais qui souvent aussi ont besoin de réseaux, ont besoin donc de marchés et de capitaux. Donc, ils vont s'associer pour faire ce qu'on appelle de la co-création. Donc, ils vont co-développer des solutions et ils vont co-exploiter et faire ce qu'on appelle du business sharing, c'est-à-dire du partage de revenus entre les deux. Donc, c'est véritablement de cette façon que l'Open Innovation se manifeste de plus en plus. Donc, aujourd'hui, dans le domaine donc du digital, en tout cas dans le domaine des entreprises. Pour résumer, ça revient donc à innover et je lis ça et là à partir d'idées et d'expertise venues de l'extérieur de l'entreprise. Il est surtout question d'open innovation lorsqu'il s'agit par exemple d'un groupe ou d'un secteur d'activité qui voudrait opérer la fameuse transformation numérique. Mais concrètement, qu'est-ce qui nous permet de dire que telle démarche relève de l'open innovation, concrètement pour une entreprise donnée? De caractéristiques ou de critères qui symbolisent la démarche d'open innovation. C'est d'abord donc une rencontre entre un groupe, que ce soit une entreprise, ça peut être même un service d'État ou bien même un territoire, donc qui à un moment donné décide en tout cas de s'ouvrir pour aller s'associer avec donc une autre entité qui est souvent technologique, qui est souvent dans le domaine de l'innovation. Donc, c'est véritablement cette association est en tout cas l'une des caractéristiques fondamentales. L'autre approche, c'est que
il y a ce qu'on appelle le coworking, l'approche collaborative, c'est-à-dire le fait de co-développer. Donc, l'entreprise, il a son métier, il a son cœur de métier, il maîtrise les process, il maîtrise les marchés. Donc, la start-up peut-être n'a pas cette maîtrise donc du domaine, mais elle a quand même une inventivité, une créativité. Donc, ils vont s'associer pour faire ce qu'on appelle du co-développement. Souvent, les équipes qui sont développées, c'est des équipes pluridisciplinaires dans lesquelles on retrouve des équipes donc, de la grande entreprise et on trouve également donc, les innovateurs pour former des équipes pluridisciplinaires. C'est pourquoi souvent on parle de start-up d'État, s'il s'agit donc d'une association entre des innovateurs. L'expression qui faisait peur. Oui, ça fait peur parce que ça peut paraître un peu paradoxal. Ça peut rappeler médias d'État, par exemple. Start-up d'État, parce que d'abord, c'est deux mondes un peu différents, assez éloignés, de cultures assez différentes. Donc l'État, l'État il est gros, l'État c'est un monstre qui ne bouge pas, qui a des procédures, qui est normé, qui est réglementé. De l'autre côté, on a la start-up qui est autonome, qui est vraiment libre, qui peut pivoter, qui peut naître, grandir et même mourir, et l'État ne meurt jamais. Donc parler de start-up d'État, ça peut paraître un peu, mais c'est juste pour exprimer cette volonté donc d'association entre donc les start-up, les innovateurs de façon globale, les porteurs de projets innovateurs et donc les services de l'État pour donc travailler, se compléter et essayer d'œuvrer pour ce qu'on appelle la transformation digitale donc des structures administratives. De la même manière, nous on a parlé de start-up postale. Lorsqu'on a développé donc le programme Post Challenge, donc on avait mis en place des start-up postales dans lesquelles il y avait véritablement donc des acteurs de la poste. Que ça soit du courrier, de la messagerie ou de la distribution. Et dans chaque équipe, il y avait 2 ou 3 innovateurs. Que deviennent d'ailleurs ces startups? Les startups, donc après le postal, bien entendu. La phase pilote, après donc la phase de POC, dès qu'on a obtenu notre premier MVP, donc on a fait ce qu'on appelle la démarche d'intégration. Donc une fois que le prototype est produit et qu'on a essayé, en tout cas qu'on l'a lancé et qu'on l'a déployé dans le circuit de la poste, donc eux ils vont tout simplement intégrer donc les services postaux pour devenir des services postaux, mais qui vont en tout cas garder cette autonomie qui leur permet donc toujours travailler sans dépendre forcément donc des procédures de l'administration. Et c'est ça l'intérêt, c'est que quand on a une start-up, en tout cas quand on travaille dans la démarche d'open innovation, on crée souvent un espace d'autonomie. Dans cet espace d'autonomie-là, c'est là où on monte les équipes. Et les équipes ne sont pas forcément soumises aux procédures de l'entreprise. Parce que l'entreprise, c'est vraiment la validation, c'est le circuit qui peut être lent. Donc, c'est également quelquefois même des problèmes de finances. Mais on s'arrange à ce que les équipes qui travaillent dans cette démarche, qui intègrent le lab d'innovation, quand même puissent être mis dans des conditions d'autonomie, qu'ils puissent aller très vite pour pouvoir donc opérer leur démarche d'innovation. La transformation digitale d'ailleurs de la poste sénégalaise, c'est un gros sujet, pour ne pas dire un gros casse-tête pour les observateurs. Actuellement, ça donne quoi avec ce vent de digitalisation? Oui, je pense que la digitalisation de la poste quand même a été a démarré, je pense qu'il y a un peu longtemps, mais ce qui est nouveau, c'est qu'avec l'actuel DG, quand il est venu, il a quand même senti la nécessité de repositionner la poste donc dans son secteur, mais également repositionner la poste sur d'autres niches d'opportunités qui se présentent donc au niveau de l'économie. Mais pourquoi il ne l'a pas fait pendant qu'il était ministre de l'économie numérique et des postes? Ousmane, je pense qu'il a fait même plus que ça. Parce que quand il était ministre de l'économie numérique et des postes, lui, il était chargé de développer la politique. Donc, du développement de l'économie numérique et du secteur postal. Je pense qu'il y a eu beaucoup de réformes qui ont été menées donc, sous son magistère. Mais on parle concrètement, en fait, sur le vécu, par exemple, des clients, comme on dit, les clients de la Poste. Oui, justement, j'étais en train d'expliquer un peu le programme que M. Baldé avait initié quand il était devenu directeur de la Poste. Alors, c'est parce que quand il est venu, il s'est rendu compte que donc aujourd'hui, voilà, le métier postal a beaucoup évolué. Il y a vraiment une véritable révolution postale et que la Poste quand même était un peu à la traîne, malgré les efforts énormes qui ont été déjà faits. Et lui, il a trop compris qu'il fallait quand même qu'il adopte une logique plus
plus commerciale, même si la Poste doit quand même rester une structure de l'État, donc elle doit quand même apprendre à sortir de son confort et aller se battre, donc pour pouvoir quand même exister et pour pouvoir aussi se développer. Alors, elle a lancé le programme Post Challenge, qui est un programme d'Open Innovation, donc, qui associe les startups de l'écosystème digital avec donc, les acteurs postaux. Donc, il y a eu ce que j'appelle un postal hack, donc une sorte de hackathon postal qu'on a lancé dans un premier temps pour pouvoir identifier les meilleurs porteurs de projets à partir d'un diagnostic qu'on avait déjà réalisé. Donc, on avait réalisé une immersion postale, on avait véritablement identifié beaucoup de problématiques et sur la base de ces problématiques, donc on avait lancé un hackathon et on a quand même trouvé des projets extrêmement intéressants. Et parmi ces projets, il y a le projet d'adressage numérique. Donc, je dirais même l'adressage postal. Il y avait également véritablement la nécessité de mettre en place un guichet unique qui va fédérer toutes les solutions financières de la Poste. Il y avait également une solution qu'on appelle PostPay, une solution mobile pour permettre à un client de payer n'importe quel service sans se déplacer au niveau de la Poste. Il y avait également PostMarket, qui est une place de marché, donc une foire en ligne, donc de la Poste. Et Sencouli également, qui permet donc de faire la traçabilité, le tracking donc du courrier postal. Donc, en tout cas, entre le... Ce que déjà les startups font très bien. Non, la Poste est en retard. C'est pas dans la même logique, parce que la Poste en avait besoin. Donc, la Poste en avait besoin. Donc, mais sauf que ça existe déjà. Une solution de l'importer. Et sinon, je vais travailler avec mes propres startups. Donc, je vais les associer donc, dans ces chantiers. Et on va développer ensemble des solutions qui seront développées par les acteurs postaux et par les startups et qu'on va exploiter ensemble pour pouvoir quand même tirer un revenu entre les deux acteurs. Nous vous avions déjà reçu au mois d'octobre dernier. Je vous présente tout de même encore une fois à nos auditeurs, ancien directeur de l'économie numérique du Sénégal, aujourd'hui directeur général d'un cabinet qui travaille un peu sur les questions numériques. Et pour en revenir au ministère de l'économie numérique, vous avez impacté la marche du numérique au Sénégal, l'élaboration et la mise en œuvre d'une politique de promotion de l'économie numérique, la mise en place d'un cadre de partenariat et d'animation de l'écosystème digital, le pilotage du processus d'adoption de la Startup Act, la loi de promotion des startups au Sénégal, conduite de divers projets, vous avez conduit de divers projets, la promotion de l'économie de l'éducation numérique, la protection des enfants en ligne. Vous êtes ensuite passé à conseil technique, toujours au ministère de l'économie numérique, ingénieur informaticien spécialisé en innovation de services publics. Vous avez d'abord et avant tout travaillé comme enseignant au départ de votre carrière avec un premier poste à Saint-Louis du Sénégal au nord comme professeur en mathématiques. Vous avez aussi travaillé dans plusieurs autres ministères dont le département de l'éducation. Un mot d'ailleurs à ce niveau sur les grèves à répétition dans le secteur éducatif. Pourrait-on envisager une continuité des enseignements dans un contexte de tout numérique? Je rappelle que c'est un secteur en ébullition ces jours-ci, avec des sorties régulières d'ailleurs d'élèves qui demandent à ce que les enseignements reprennent au plus vite. Ousmane, vous me permettrez donc véritablement de faire un clin d'œil à la famille éducative dans toute sa globalité. Dont vous faites partie? Oui, je pense que c'est ma famille d'origine, la famille de l'éducation. J'ai fait mes premiers pas quand même. Voilà, et une bonne partie de ma carrière dans l'administration, je les ai passés au niveau du ministère de l'Éducation, où, comme vous dites, j'ai commencé en tant qu'enseignant. Alors, malgré bien sûr une mise en position de stage au niveau de l'université pour obtenir après un master en MIAGE et un master donc en éthique. Donc, je suis revenu là-bas et j'ai travaillé sur beaucoup de projets, dont le projet, en tout cas un des projets qui me reste en mémoire, c'est véritablement le projet d'intégration du TIC dans l'éducation que j'ai piloté pour commencer, avant de devenir conseiller technique, et piloter également le processus d'élaboration du document de politique d'intégration d'éthique dans l'éducation. Et je pense que ça a été des moments extrêmement qui m'ont beaucoup marqué. Et surtout, j'ai terminé par travailler lors des assises sur une composante TIC. Quelle assise?
les assises de l'éducation. Il y a eu beaucoup d'assises au Sénégal. Voilà, donc en 2014, donc, il y avait les assises nationales de l'éducation et de la formation, et j'étais quand même invité, en tout cas par le président des assises, en l'occurrence le professeur Abdou Salam Sall, que je salue de passage, qui m'a fait confiance, pour piloter le groupe de travail qui devait réfléchir sur la composante TIC des assises de l'éducation. Alors, par rapport à la grève, je pense que je dois marquer quand même ma solidarité. Aux grèves, au pluriel. Oui, je dois marquer ma solidarité par rapport d'abord aux enfants et par rapport également aux enseignants que je soutiens. Parce que je crois que c'est une grève dont les causes sont justes et légitimes. Alors, quand on revendique véritablement le respect des accords, quand on revendique également une équité dans le traitement salarial, je crois que quand même dans un pays normal, c'est tout à fait normal. C'est une question de principe avant même d'être une question d'intérêt individuel ou autre. Donc de ce point de vue-là, je pense que je suis en phase avec les enseignants et je les soutiens totalement. Et je salue également les efforts que l'État quand même a eu à mener ces dernières années. Je pense que l'État a... Vous nous préparez à un mai là qui arrive? Non, je pense que oui, parce que l'État a eu quand même à faire des efforts importants en acceptant quand même de dégager une enveloppe de près de 90 milliards. Je pense que c'est extrêmement important. D'où fondamentalement l'appel que je lance aux deux parties quand même de véritablement faire preuve de bonne volonté et faire preuve surtout de sens de responsabilité pour penser quand même aux enfants qui aujourd'hui quand même sont en train de perdre beaucoup de temps et d'être quand même un peu sacrifiés entre guillemets par cette grève. Je pense que puisque les enseignants effectivement ont des revendications légitimes, l'État a fait des efforts. Je pense qu'il revient maintenant aux deux parties de se retrouver autour d'une table et de pouvoir quand même s'entendre pour quand même essayer de passer à autre chose. On en revient un peu aux aspects numériques. Est-ce que par exemple une digitalisation à grande échelle du secteur aurait permis de poursuivre les enseignements en ces temps de grève? Je pense que l'intégration du digital dans le secteur de l'éducation ne date pas d'aujourd'hui. Ça, je tenais quand même à le rappeler. Parce que le diagnostic a montré... Aurait pu permettre, pardon. Voilà. Le diagnostic a montré que donc, déjà, dès les années... Entre 1960 et 1990, il y a déjà une première vague qui s'est manifestée avec l'adoption, en tout cas la création de la radio scolaire en 1964 et de la télévision scolaire en 1978. Ensuite, il y a eu d'autres projets comme le projet Logo, qui était un projet quand même d'équipement des établissements scolaires qui était mené en partenariat avec un privé. C'était vers les années 80. Et il y a aussi le projet WorldLink qui a été carrément financé par la Banque mondiale et en 1989 et qui a permis quand même de renforcer donc les équipements des établissements scolaires. Alors, mais cette vague ne s'est pas arrêtée. Il y a une deuxième vague qui a commencé vers les années 2000. Donc, avec la création donc de la cellule informatique du ministère de l'Éducation. Une cellule informatique qui a quand même eu à travailler dans le domaine de l'équipement, dans le domaine véritablement de l'interconnexion des établissements, dans le domaine également de la formation des enseignants, mais également dans le domaine de tout ce qui est donc au développement d'applications de gestion du système éducatif. Donc cette vague ne s'est jamais arrêtée. C'est ainsi que, comme je l'ai dit tantôt, vers les années 2010-2014, le ministère a senti la nécessité, après avoir développé beaucoup d'expériences. Donc il y a eu une troisième vague, bien entendu, qui a été orientée vers l'utilisation maintenant. Comment faire pour favoriser l'utilisation du numérique dans les enseignements-apprentissages? Et il y a eu beaucoup de projets, dont le projet dont je parlais tout à l'heure, le projet d'intégration des TIC dans l'élémentaire. Il y a eu le même projet dans l'enseignement moyen secondaire. Il y a eu également d'autres projets mis en œuvre en relation avec des différents partenaires techniques et financiers. Beaucoup de projets, mais quel impact? Effectivement, ce qu'on a noté, c'est que la plupart de ces projets-là n'ont pas connu d'extension ou de pérennisation. Généralement, quand le bailleur se retire, le projet généralement s'arrête là. Et c'était véritablement l'un des maillons faibles donc
de ces différents projets. Ça manque de sérieux, de suivi? Non, c'est pas une question de sérieux, non plus une question de suivi, mais généralement, le bailleur, quand il vient, donc c'est lui qui décaisse l'enveloppe financière pour financer donc le projet, et que donc le projet souvent c'est 2 ans, 3 ans, maximum 4 ans, 5 ans. À la fin du projet, normalement, il doit y avoir donc une évaluation, et généralement ça se passe, et suite à l'évaluation maintenant, on va définir des stratégies pour étendre ou bien pour pérenniser donc le projet. Et c'est à l'État souvent de prendre le relais, et généralement c'est là où il y a souvent des problèmes. Oui, mais en même temps, on est débordé d'innovation et de numérique au Sénégal, et en même temps, on a l'impression que ça ne se reflète pas sur le système éducatif, dans le système éducatif. Ousmane, je pense que aujourd'hui, je l'ai dit tantôt, donc après cette vague d'initiatives qui étaient des initiatives plus ou moins volontaristes, donc le ministère a senti la nécessité maintenant de capitaliser toutes ces initiatives. Tous les résultats devaient faire l'objet d'une capitalisation et d'aller maintenant vers un document de politique. C'est ainsi qu'en 2012, en tant que conseiller technique du ministre, donc j'ai eu à piloter. Quel ministre? Le ministre de l'Éducation nationale. Donc j'ai conseillé là-bas 2 ministres, c'était Ibrahima Sall, ensuite Serigne Bekam. Alors donc j'ai piloté un groupe de travail. Un groupe de travail qui regroupait l'ensemble des directions et services du ministère qui étaient représentés dans ce groupe de travail. Et notre mandat était donc de travailler dans une démarche collaborative et inclusive pour en tout cas faire un diagnostic, capitaliser tout ce qui a été fait depuis 1960 jusque-là, et maintenant, sur la base de ça, dégager des orientations. Vous tardez à nous parler de l'impact ou des impacts? Oui, j'en viens. Parce que sauf que c'est long. Je veux te montrer simplement qu'au niveau du ministère de l'Éducation, il y a énormément de choses donc, qui ont été faites et qui ont été capitalisées. Et l'impact aujourd'hui, si vous allez au niveau du ministère de l'Éducation nationale, donc il y a ce qu'on appelle le CIMEN, le système d'information et de management donc, de l'éducation. Donc un système qui a véritablement développé tout un ensemble, en tout cas un paquet de logiciels, donc Planète, peut-être vous en avez. J'attends encore l'impact. Oui, l'impact. L'impact, oui. L'impact, quand vous parlez de l'impact, je vais simplement peut-être préciser, et c'est important, qu'au niveau dans le domaine de l'éducation, il y a eu 2 approches. Donc aujourd'hui, l'utilisation au niveau du ministère de l'Éducation, des TIC au niveau du secteur de l'éducation a en tout cas poursuivait 2 objectifs. Donc ça poursuivait 2 objectifs. Le premier objectif, c'était d'intégrer les TIC comme outil, comme support au niveau des enseignements et apprentissages. Et l'autre orientation, c'était de l'utiliser comme outil de gestion. Si je prends l'aspect outil de gestion, pratiquement tous les services au niveau du ministère de l'Éducation nationale font l'objet aujourd'hui donc d'une digitalisation. Donc ont été carrément, que ce soit la gestion des ressources humaines, les enseignants. Parlons des enseignements en fait. Parlons des élèves et des enseignants. C'est là où j'en viens. Ça tarde. Oui, parce qu'au niveau de tout ce qui est utilisation des TIC comme en tout cas outils pour moderniser le pilotage et la gestion du système, je pense que l'éducation quand même a fait des efforts extraordinaires. Est-ce que la meilleure façon de juger des impacts ne devrait pas peut-être reposer en partie sur la continuité des enseignements en ces temps de grève? Est-ce qu'il y a des plateformes mises en place par le ministère de l'Éducation nationale pour occuper les élèves, par exemple? Je ne parle pas des plateformes privées que l'on connaît, je parle de plateformes mises en place par le ministère, par le département ministériel. Donc, quand on a élaboré le document d'orientation, même les documents dont j'ai parlé, on avait dégagé des options sur 4 parties. Donc la première partie, c'était véritablement l'équipement et l'interconnexion donc des établissements scolaires et des services du ministère qui étaient en cours mais qu'il fallait renforcer. L'autre élément, c'était véritablement, c'était donc de pouvoir travailler à la production de contenu et de ressources numériques qui sont destinés donc aux enseignements et apprentissages. Ces contenus-là existent en ligne aujourd'hui? Effectivement, il y a ils existent ou pas? Qui ont été faits, ça il faut le reconnaître. Vous ne voulez pas répondre directement. Ils existent ou pas ces contenus? Est-ce qu'il y a des plateformes en ligne? Ils existent, il y a des ressources qui ont été développées. Des plateformes en ligne ouvertes pour les élèves? Il y a eu qui ne sont pas des plateformes privées que l'on connaît? D'habitude, au niveau du ministère,
au niveau du ministère, au niveau du secteur de l'éducation, comme je vous dis, il y a quelque chose qu'il faut préciser et c'est important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'État du Sénégal a comme option d'utilisation des TIC au niveau de l'éducation a pris l'option. Ça c'est connu, on parle de l'impact des résultats sur le niveau des élèves, on parle de ça, mais la politique on la connaît, les belles intentions on les connaît aussi. Je vous parle un peu de la politique. Mais sauf qu'on n'aura pas beaucoup de temps cette salle. On a quelques minutes pour cette émission. C'est important qu'on mette l'accent directement sur les réponses. Oui. Donc, par rapport à l'impact, je dois dire que l'impact est un peu mitigé et ça se comprend. La première raison, c'est que l'option de l'État du Sénégal, c'est d'utiliser les TIC comme support et non pas comme objet d'apprentissage. Ça veut dire que vous n'allez pas voir dans les programmes donc des programmes spécifiquement dédiés au numérique, ou bien dans les emplois du temps des plages horaires, ou bien dans les examens, donc on a des sujets qui sont dédiés à l'informatique. Donc, par contre, ce que nous voyons, c'est que l'État encourage, équipe interconnecte pour dire aux enseignants, appuyez-vous sur le digital pour renforcer vos enseignements apprentissages. Une pause de 25 minutes, le temps de laisser passer les dernières infos de ce dimanche et l'on se retrouve juste après avec notre invité aujourd'hui, cette salle, ancien directeur de l'économie numérique du Sénégal. À tout de suite. E-Tech, Ousmane Gueye sur e-Radio. Cette salle, ancien directeur de la promotion de l'économie numérique et des partenariats au ministère du même nom du Sénégal, est notre invité ce dimanche sur e-Radio. Nous parlons éducation à l'ère du numérique. Nous allons aussi tout à l'heure aborder un sujet d'une grande pertinence. C'est la stratégie Sénégal numérique 2025 adoptée en 2016. 2025, c'est pour très bientôt. Ce sera au lendemain de la présidentielle. Vous nous direz bien entendu ce que vous pensez de la mise en œuvre à l'heure actuelle. Nous poursuivons bien entendu sur l'éducation. On parlait d'impact avant la pause, cette salle. On parle beaucoup de politique, d'orientation, mais derrière, quel est l'impact sur le niveau des élèves, par exemple? Alors, j'étais en train d'expliquer et d'analyser pourquoi un peu l'impact au niveau des enseignements apprentissages est encore un peu mitigé. Un peu ou mitigé? Un peu mitigé. Alors, je vous ai dit que donc, l'option qui a été retenue jusqu'ici, en tout cas du préscolaire au secondaire en passant par l'élémentaire et le moyen, l'option qui est retenue par le Sénégal, c'est d'utiliser les TIC juste comme un support et non pas comme un objet d'apprentissage. Ça veut dire que dans les emplois du temps et dans les programmes... Mais ça relève de l'évidence, c'est tellement évident ce que vous nous dites. L'Internet, le numérique, on n'a pas besoin que ça soit une option. C'est clair que l'Internet, le numérique, ça reste de simples outils. Ce n'est pas la fin. Dans d'autres systèmes, les gens en font un objet d'apprentissage. Un exemple? Donc, par exemple, quand vous allez en France, il y a ce qu'on appelle le B2I, le brevet Internet et informatique. Il y a aussi le C2I. Donc, c'est carrément donc, des compétences informatiques qui sont... Mais c'est différent. Mais c'est différent. Ce que vous dites, c'est différent. Oui, c'est pourquoi je vous explique. L'État aujourd'hui peut dire, écoutez, à partir de l'année prochaine, on enseigne l'informatique dans les écoles élémentaires, comme on le fait à l'université, comme une discipline entière. Mais ce n'est pas encore fait. Et ça, à mon niveau, quand même, a un peu limité la portée que de l'impact donc ces TIC auraient dû avoir au niveau de l'éducation. L'autre élément, c'est que... Pas d'impact parce qu'on ne connaît pas suffisamment l'informatique, c'est le message? Non, c'est pas ça. C'est juste parce que l'enseignant n'est pas contraint à utiliser ça. Il n'y a pas quelque chose qui l'oblige à l'utiliser. On dit aux enseignants... C'est un manque de fermeté qu'on pourrait imputer à qui? C'est une option délibérée qui a été prise par l'État de dire, écoutez, j'encourage... j'équipe, j'interconnecte donc pour dire aux enseignants que vous avez la possibilité dans votre discipline, dans vos enseignements apprentissages, que ce soit dans les disciplines fondamentales ou bien dans les autres disciplines, d'utiliser à un moment donné l'outil informatique soit en démarrage de cours ou bien pendant le cours ou bien à la fin pour consolider. Donc l'enseignant peut l'utiliser.
Mais est-ce que ça ne devrait pas passer d'une option à une obligation? Ça, en tout cas, je sais que nous, pendant ces travaux qu'on a eu à mener, on avait quand même beaucoup discuté sur la nécessité d'être beaucoup plus audacieux. Donc, d'intégrer les TIC comme objet. Mais est-ce que ce n'est pas manquer d'ambition de la part de l'État? Donc, je ne peux pas me prononcer sur cette... en tout cas... Mais vous avez votre avis, votre regard, vous parlez d'analyse tout à l'heure. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'aujourd'hui, donc, l'outil informatique est devenu une réalité. Les gens l'utilisent, mais ce qu'il faut reconnaître également, c'est qu'il y a eu beaucoup de facteurs qui accompagnent donc, cette utilisation du TIC. Je parlais de l'interconnexion des établissements. Je parlais également de tout ce qui est équipement. Donc là également, c'est des contraintes, c'est des facteurs qui ont un peu bloqué l'utilisation des TIC. Donc il y a beaucoup d'écoles qui ne sont pas connectées à l'électricité, qui ne sont pas connectées à Internet. Donc, ce qui fait qu'il y a une sorte de disparité. Mais l'impact, on la connaît. Donc l'impact peut s'apprécier à 3 niveaux. Donc l'impact des TIC dans le système éducatif, c'est d'abord un facteur d'élargissement de l'accès. Donc, avec cet outil, donc, il est possible donc, de couvrir, d'enrôler en tout cas le maximum d'élèves donc, au niveau du système éducatif. Si vous regardez bien les TIC, donc, c'est véritablement un facteur d'accès, un facteur de disponibilité donc du savoir. C'est vraiment un facteur de démocratisation du savoir. Aujourd'hui, l'accès n'a jamais été aussi facile au savoir. Et je vais en revenir tout à l'heure pour montrer un peu même la révolution, le changement de paradigme qui est aujourd'hui en train de s'opérer et aujourd'hui qui mérite quand même d'être accompagné par les plus hautes autorités. L'autre élément, c'est que c'est un élément également de qualité, c'est un intrant de qualité. Donc, les TIC permettent donc de renforcer la qualité des enseignements, apprentissages. Et le dernier impact, c'est que c'est un élément de réalisation de l'équité. Donc aujourd'hui, un élève qui est à Kédougou et un élève qui est à Dakar peuvent étudier dans les mêmes conditions d'enseignement apprentissage grâce à l'enseignement à distance, grâce au e-learning, grâce au TIC. Donc voilà des impacts phares. Bon, maintenant, est-ce que ces impacts ont été réellement notés au Sénégal ou pas? C'est là où se trouve la question. Alors, si nous, quand on était à l'école, on parlait d'un fameux triangle didactique. Le triangle didactique avec 3 pôles, le pôle enseignant, le pôle élève et le pôle contenu. Aujourd'hui, je pense qu'on aurait peut-être parlé de rectangle avec un 4e pôle qui est le pôle technologie. Et comme on l'a dit tout à l'heure, il y a eu quand même... La technologie n'est pas dans le contenu. Le contenu, c'est plutôt... Elle n'est pas le contenant du contenu, la technologie. Je voudrais venir. Donc, il y a quand même un 4e pôle qu'on appelle un pôle technologie qui aujourd'hui a carrément révolutionné la relation pédagogique. Parce que dans le triangle didactique, le pôle principal, c'est le pôle enseignant. C'est l'enseignant qui est incontournable, qui est le détenteur de la connaissance, qui est là pour transmettre la connaissance à l'élève. Et sans l'enseignant, donc, la connaissance ne pourra pas passer. Aujourd'hui, dans le rectangle, ce que j'appelle le rectangle didactique avec le pôle technologie, je pense que l'enseignant n'est plus le seul détenteur de la connaissance. La connaissance aujourd'hui est sur la toile. La connaissance s'est démocratisée, la connaissance est accessible. Et quelquefois même, l'enseignant et l'élève ont les mêmes chances, en tout cas, les mêmes possibilités d'accéder à la connaissance. Mais il faudrait quelqu'un peut-être pour expliquer, non? L'enseignant n'est plus indispensable, non. Au contraire, on doit quand même repenser la position de l'enseignant, le rôle de l'enseignant doit quand même pouvoir évoluer. Donc, l'enseignant n'est plus cet individu, cette personne qui est là, imbu de savoir livresque qu'il vient transmettre à l'élève. Non, il doit plutôt aider l'élève à pouvoir rechercher, retrouver l'information en temps réel, à pouvoir aussi identifier la bonne information de la mauvaise information, comme on dit, le vrai de l'ivraie, mais également à savoir analyser, traiter, stocker et garder l'information. Et ça, quand même, c'est de nouvelles compétences qu'il faudrait inculquer dans le système éducatif. Aujourd'hui, je ne suis pas convaincu qu'il est tout à fait nécessaire à nos enfants de mémoriser des choses qu'ils peuvent trouver en un clic. C'est un débat qui est posé. Est-ce qu'aujourd'hui, il est pertinent pour nos enfants de mémoriser des leçons alors qu'en un clic, ils l'ont, ou bien ils l'ont même à portée de main? Ça, c'est des questions, donc des questionnements que les gens se posent. Dans tous les cas, le rôle de l'enseignant aujourd'hui a forcément évolué. Et l'enseignant aujourd'hui, quand même, doit aspirer à travailler moins
et à gagner plus. C'est là où je suis d'accord avec la grève des enseignants. Ils doivent quand même profiter donc de cette digitalisation pour gagner plus. Mais aussi, ils ne doivent pas continuer encore à travailler dans des conditions difficiles. Mais s'ils travaillent moins, c'est peut-être un bel argument pour l'État qui dira tenez, vous travaillez moins, donc vous gagnez moins. Dans le digital... Dans un contexte où d'ailleurs on réclame, disons, des augmentations de salaire. La magie du digital, c'est de travailler moins et de gagner plus. Et c'est ça l'intérêt. Mais c'est pas un bon argument pour négocier. Pour améliorer les conditions de vie des enseignants. Parce que tout ce qu'on faisait au début, je pense qu'aujourd'hui, il y a moyen de le faire beaucoup plus rapidement, moyen de le faire également beaucoup plus de façon continue. Alors, si tu te souviens, nous, quand on était enfants, pratiquement, voilà, les apprentissages s'arrêtaient presque à l'école. Aujourd'hui, il est possible d'avoir une continuité des apprentissages au niveau de la maison. Et que donc, ça doit même impacter même le quantum horaire. Aujourd'hui, il est même possible d'envisager une réduction de l'année scolaire parce que les enfants apprennent et à l'école, et chez eux, et le jour, et la nuit, et avec des possibilités d'acquérir de nouvelles connaissances. Alors qu'aujourd'hui, autrefois, l'acquisition se faisait uniquement en classe. Ce qu'on faisait à la maison, c'était la consolidation, les exercices et les révisions. Mais aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire. Mieux, l'année scolaire même, est-ce que c'est d'octobre à juin? On peut même se poser des questions. Parce que pendant les vacances, les élèves ont la possibilité de continuer à étudier. Donc vous avez vu, pendant le Covid, le ministère a quand même créé une chaîne de télévision pour permettre aux élèves d'étudier à la maison. Il y a la radio. Ce qu'on aurait pu anticiper. Mais justement, c'est juste un exemple que je donnais. Parce qu'il y a beaucoup de projets que le ministère a menés. Si je pouvais revenir un à un pour vous dire tout ce qui a été fait, tu verras qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites à ce niveau. Mais n'empêche, il y a toujours donc matière à réfléchir, il y a toujours donc des choses qu'on peut faire. Ce qu'il faut retenir globalement, c'est qu'aujourd'hui, face à cette vague de digitalisation, donc il faudrait qu'on essaie de réfléchir, et on a déjà réfléchi sur des orientations, sur des options qui permettent véritablement de pouvoir faire de l'éducation numérique une réalité au Sénégal. Ça demande des moyens. En tout cas, des gens sont payés pour le faire. Mais il faut également, toute chose a un coût, il faut donc le coût en vaut quand même la chandelle. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il n'est même pas exclu de penser peut-être à une délégation à l'éducation numérique pour pouvoir quand même dégager les moyens, les ressources nécessaires pour accompagner donc cette transformation de l'éducation donc dans le domaine, en tout cas dans un contexte purement digitalisé. Mais il faut peut-être départementaliser le numérique comme au Sénégal, chaque fois qu'on veut que ça marche, on a fait un département, on crée un département. Mais il y a un département du numérique, c'est le ministère de l'économie numérique, et qui a donné une place importante. Je parlais de l'éducation, mais bref. Oui, je pense qu'en faire une délégation qui dépendrait peut-être du ministère. Vous faisiez un peu allusion à Keur Massar comme département. Oui, ce serait peut-être quand même une manière pour l'État donc de réaffirmer quand même écoutez, l'importance qu'il accorde donc à un secteur aussi stratégique. Aujourd'hui, il n'y a pas l'éducation à côté, le numérique à côté. On a une éducation tout à fait numérique. Et comme je l'ai dit donc tout à l'heure, donc à l'entame de mes propos, il y a donc véritablement des efforts à faire. Je pense que les pouvoirs publics en sont conscients. Cette salle, ancien directeur de la promotion de l'économie numérique et des partenariats au ministère du même nom, est notre invité ce dimanche sur iRadio. Très rapidement, nous allons parler de la stratégie Sénégal numérique 2025. 2025, c'est pour très bientôt. Au lendemain de la rencontre sur l'actualisation et l'opérationnalisation, on a noté quelques constats, mais majeurs, une implémentation insuffisante de la stratégie avec un taux de réalisation de 19%, une faiblesse dans l'exécution des projets avec 12% de réalisation, la nécessité de prendre en compte la dimension genre, la non-opérationnalisation du cadre de suivi régulier, un retard dans la mise en place des instances de gouvernance, une absence d'un plan d'action clair intégrant des indicateurs de performance, un déficit de communication autour de la stratégie en question, une faible appropriation de la SN 2025 par les parties prenantes, entre autres un déficit encore dans la mobilisation des fonds pour le financement des projets. Ça fait beaucoup de retard et beaucoup de limites pour une stratégie qui était pourtant prometteuse au départ.
Ousmane, votre diagnostic est très sévère. Hein? Je reprends les chiffres, je reprends le résultat, bien entendu, de cette opérationnalisation et de cette actualisation. Je termine juste avec l'éducation numérique avant d'aborder. Je voulais vous dire qu'aujourd'hui, Ousmane, moi je ne crois pas qu'on puisse continuer à enseigner nos enfants. Donc entre 4 murs, un tableau noir où on dit aux élèves, voilà, prenez la craie. Coupé du monde. Qu'il faut écrire. Donc, parce que les enfants baignent dans un cadre tout à fait technologique. Quand ils rentrent chez eux, ils ont les ils jouent avec les smartphones, avec les tablettes. Et il y a la télévision à côté. Donc ça, ils doivent aussi le retrouver à l'école. C'est une façon de ne pas parler de la stratégie. La stratégie SN 2025. Oui. Si, parce que la stratégie SN 2025 a consacré un axe important à l'éducation. Quand vous allez dans l'axe 4 qui est consacré à la diffusion du numérique dans les secteurs économiques prioritaires, je pense que l'éducation il figure en bonne place et avec quand même des réformes et des projets d'envergure. Alors, parlant de la stratégie Sénégal numérique à proprement parler, alors je vous ai dit tantôt que votre diagnostic est assez sévère. Donc, moi, j'ai peut-être raisonné d'une façon un peu plus reculée. Mais le constat est là. Le constat est là, il est officiel. Je reconnais qu'il y a eu quand même il y a eu beaucoup d'avancées d'abord, il faut le reconnaître. Il y a eu beaucoup de réformes qui ont été... Pourquoi vous n'avez pas parlé des réformes qui ont été... Mais on y arrive. Il faut qu'on démarre par quelque chose. Donc, il y a eu beaucoup de réformes qui ont été menées depuis son adoption en 2016. Avant son soi-disant réactualisation qui a été menée l'année dernière, il y a eu beaucoup d'avancées. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est les difficultés qui ont quand même été notées. Je pense que ça ne date pas d'aujourd'hui. Déjà, au niveau de l'élaboration, il y a eu beaucoup de difficultés. Donc, la stratégie a été accouchée avec beaucoup de douleur, ça, il faut le reconnaître. Ça a commencé en 2012 avec le cabinet Kalba, la Banque mondiale qui était venue appuyer le Sénégal pour mettre en place la stratégie. Alors, de 2012, il y a eu beaucoup, le cabinet Kalba a fini donc, de faire un diagnostic très intéressant. Donc, il y a eu également des orientations qui ont été définies de mise en œuvre, mais ça n'a pas permis quand même d'accoucher à la stratégie. Il y a eu beaucoup de cabinets qui sont passés, il y a eu des consultants, plusieurs consultants, 3 ou 4. Finalement, c'est en 2015-2016, avec le cabinet Performance, qu'on a quand même abouti à notre stratégie Sénégal numérique 2025 qui a été validée. Et adossé au PSE, on le rappelle. Et absolument, c'est adossé au PSE parce que le PSE quand même considère le numérique comme étant donc un moteur de croissance, mais également un moteur de création d'emplois. Et donc, quand la stratégie a été accouchée, il y avait une vision qui était dégagée, il y avait des objectifs qui étaient visés, d'objectifs en termes de croissance économique avec le PIB qui devait atteindre les 10%, et avec des objectifs de création d'emplois, avec 35 000 emplois. Il y avait un portefeuille de projets et de réformes. Il y avait quelque chose comme 28 réformes et 69 projets pour un coût de 1363 milliards. Alors, et cette stratégie-là devait être mise en œuvre par l'ensemble du secteur. Une partie était dévolue au privé. Donc, il y avait, je pense, 17% qui devait être mise en œuvre par le public, 73% donc, par le privé et 10% en mode de partenariat. Les lenteurs dans l'exécution, la mise en œuvre, comment on peut les comprendre? Moi, ce que j'ai analysé, et ça je parle en toute indépendance, donc au niveau du ministère, d'abord, il y a eu un petit problème de partage. Parce que nous qui étions à l'époque, qui s'occupions de la promotion de l'économie numérique, donc on l'a adopté de 2016 jusqu'à 2018, donc on ne savait pas quel était notre rôle. Déjà, en tant que ministère. Il faut le dire. Donc, il a fallu en 2018, quand M. Baldé est venu pour la... 2 ans après. Écoutez, la direction de la promotion, vous vous occupez de la promotion de la stratégie Sénégal numérique 2025. Et à partir de ce moment-là, on a commencé, sans attendre les moyens, à essayer de trouver les stratégies pour assurer la promotion. C'est ainsi qu'on a eu à bénéficier donc d'un appui d'un partenaire dont je n'ai pas parlé, dont j'ai taire le nom, qui nous a accompagnés pour en tout cas imprimer la stratégie en 1000 exemplaires. Et vous avez déjà un problème d'impression déjà? Non, ce n'était pas un problème d'impression, mais c'était vraiment... Mais pourquoi d'ailleurs imprimer la stratégie pour un ministère de l'économie numérique qui devrait peut-être digitaliser les procédures? Est-ce que ce n'est pas ça le problème? Bien, parce qu'à côté, on avait mis également la stratégie sous format électronique, des clés USB qu'on devait distribuer.
Ensuite, on a également travaillé pour assurer donc la traduction en anglais et pouvoir que ça soit le plus accessible possible. Pour taper à la porte des bailleurs. Oui. Pourtant, ils ont répondu. Qui Les bailleurs. Les bailleurs, non. Les bailleurs, en fait, pour les bailleurs, on avait prévu de travailler sur une table ronde des bailleurs. Donc, on avait quand même travaillé. L'ANSEP devait travailler sur des fiches de projet qu'il fallait élaborer, qu'il fallait également véritablement rendre opérationnel, et on devait aller vers les bailleurs. N'empêche, donc. Et que donne tout cela? Que donne tous ces efforts? Il faut demander aux acteurs. Hein. Moi, je n'étais pas. Oui, mais vous étiez aux affaires. Vous étiez aux affaires à l'époque. Vous êtes tout aussi comptable que les autres. Oui, je vous explique un peu. Donc, c'était ça, quelques difficultés qu'on a rencontrées. Mais l'autre difficulté, à mon avis, je l'ai toujours dit, c'est qu'on a quand même voulu, dès le début, piloter la stratégie comme une stratégie classique, en oubliant qu'on a une stratégie de l'économie numérique, une stratégie digitale. Donc, il fallait non pas s'inscrire dans une démarche statique, dans une approche classique, avec une planification linéaire, voilà, avec, écoutez, des appels d'offres qui quelquefois prennent des mois, voire des années, avec des appels à candidature. Ça, c'est vraiment le classique. Là, c'est source de retard. Mais il y a des procédures quand même. Oui, il y avait des procédures, mais moi, en tout cas, je pense que là où peut-être on a un peu péché, c'est qu'on devrait d'abord accompagner la mise en œuvre d'une conduite de politique de changement, donc d'une politique de conduite du changement pour préparer les acteurs, donc pour les former, mais également pour essayer de sensibiliser et d'impliquer le maximum. Mais ça ne suffit pas, il fallait également changer d'approche, aller vers des méthodes, des démarches agiles, organiser ce qu'on appelle des policy hacks, tenir des policy labs, pour tout simplement associer, parce que c'est une stratégie nationale, c'est pas une stratégie de l'État, ni du secteur privé, ni des partenaires, mais c'est une stratégie globale. Donc il fallait créer un cadre collaboratif qui implique le secteur privé, qui implique les acteurs publics pour aller un peu plus vite. Mais en 9 ans, est-ce qu'on peut préparer le changement et préparer au changement, les deux? Une stratégie de digitalisation, une politique de digitalisation ou un projet s'accompagne d'une conduite de changement. Il faut que les acteurs... Mais 9 ans, c'est peu. Non. La conduite du changement, c'est un processus. C'est en amont et tout le long est en aval. Donc ça facilite, ça prépare... Je parle de la période 2016-2025. Oui, donc c'était sur 10 ans, donc il fallait véritablement aller dans cette dynamique. L'autre élément, je vous l'ai dit, si on avait mis en place donc une approche carrément collaborative qui implique tous les acteurs, je pense qu'on allait gagner beaucoup de temps et ça ne demanderait pas autant de moyens qu'on le passe. La seule fois qu'on a eu à le faire, c'était quand on élaborait la loi sur les startups. On a démarré par ce qu'on appelle Dakar Policy Hackathon, qui a réuni tous les acteurs donc pendant 3 ou 4 jours et qui a permis d'avoir une première mouture qui a été finalisée. Ça nous a permis en un temps record donc d'avoir la loi sur les startups. On devrait opérer la même chose. Même sur les projets des autres secteurs, on devrait quand même avoir une approche innovante qui permet d'impliquer et qui permet d'aller vite. L'autre peut-être élément qui me semble important et qui peut expliquer peut-être le retard, c'est que le ministère en lui-même était la tutelle de la stratégie. Alors, le ministère devrait non seulement coordonner, mais il devrait aussi pouvoir accompagner, pouvoir impulser, pouvoir aussi assurer le suivi et l'évaluation. Alors que beaucoup de projets étaient logés dans les autres ministères. Raison pour laquelle donc il a manqué de moyens. Et c'est pourquoi moi, à l'époque, j'avais demandé à ce qu'on mette en place un programme d'appui à la mise en œuvre de la stratégie. Et c'est d'ailleurs au nombre des recommandations. Oui. Après l'actualisation. Oui, on met en œuvre un programme d'appui. Et non, bon, on a parlé de plan d'action, d'accord. Mais moi, je pense que la meilleure option, c'est un programme d'appui. Un programme d'appui à la mise en œuvre de la SN25. Un programme qui permettra au ministère d'avoir les moyens nécessaires pour pouvoir, en tout cas, piloter, coordonner l'ensemble des projets qui sont dans les autres ministères, dans les autres services, mais également de faire des activités de suivi et évaluation et d'accompagner et de booster
booster donc le niveau et le rythme de mise en œuvre donc la stratégie. Pour être juste, parce que tout à l'heure je parlais des points négatifs, pour ce qui est du positif globalement sur l'ensemble des 97 réformes et projets de la SN, 18 ont été réalisés, élaboration d'un plan national haut et très haut débit, révision du mode de tarification des FSO au regard du développement du trafic des données liées au très haut débit mobile, la suppression des barrières à l'entrée pour les acteurs sur le segment de l'accès à Internet, la mise en place du cadre réglementaire permettant l'attribution des autorisations d'opérateurs d'infrastructures, l'élaboration d'un document de politique nationale de cybersécurité, de lutte contre la cybercriminalité, l'élaboration de la lettre de politique sectorielle des télécommunications, entre autres. Mais il y a tout de même, on n'aura pas le temps de développer. Parce que juste un constat, toutes ces réformes qui ont été menées, c'est soit des réformes institutionnelles, soit des réformes juridiques. D'ailleurs, c'est pourquoi ça a avancé. Parce que là, on n'a pas de problème. Mais là où on a quand même connu un retard, c'est quand il faut mettre en place des projets carrément digitaux. Mais le comité de pilotage, quasi en panne, qu'est-ce qu'il faut en dire très rapidement? Non, le comité de pilotage, on l'a créé et je pense qu'il y a eu quand même quelques réunions. Moi, en tout cas... Mais on l'a créé, après ça s'est arrêté là, comme le CNN. Et j'ai participé à deux COPIL et 3 comités techniques qui se réunissaient. Donc, le CNN, inutile, il faut supprimer et passer à autre chose. Le CNN quand même ne peut pas être inutile. Je pense que c'est une manière quand même de mettre en place une sorte de IT board. Oui, mais ça ne marche pas. C'est arrimé à un premier ministre qui n'existe pas. Ah non, ça c'est en fait, ça c'est des aléas institutionnels qui arrivent. Je vous dis, même notre ministère, il y a Mais chez vous, le ministre peut partir, mais le ministère demeure. Le premier ministre part, la primature part aussi avec lui. Ousmane, je pense que est un facteur quand même d'instabilité de façon globale. Je pense que nous, voilà notre ministère, c'est le ministère qui a eu autant de ministres que de remaniements. Chaque fois qu'il y a un remaniement, il y a un nouveau ministre. Donc ça quand même ne participe pas à la stabilité donc, du secteur, mais ça également... Voilà. Mais le CNN, on maintient, il est utile. Mais le CNN est utile parce que quand même le secteur privé représente 73% de la stratégie Sénégal numérique. Donc je pense qu'on a mis en place une sorte de IT board qui est composé quand même des gens du secteur qui la plupart sont issus du secteur privé et ils sont là quand même pour conseiller, pour donner des orientations donc stratégiques et surtout dans la mise en œuvre de la SN25. Donc je crois que c'est extrêmement important. L'État a besoin quand même d'être accompagné, d'avoir un regard neuf pour pouvoir quand même mettre en œuvre correctement la stratégie. Mais aujourd'hui, Ousmane... Très rapidement, s'il vous plaît, on est à la fin de ce numéro. La stratégie Sénégal numérique, il faut qu'on la pilote comme une stratégie digitale, non pas comme une stratégie de l'éducation, mais en mettant en place des approches novatrices qui aujourd'hui font leur preuve donc dans le monde du digital. Ça, c'est il faudrait qu'on mette en place, non pas un plan d'action, on mette en place un programme d'appui qui permet au ministère d'avoir les moyens nécessaires pour pouvoir accélérer la mise en œuvre. Merci beaucoup. L'année dernière, on a organisé donc une réactualisation. Je n'étais pas trop convaincu. Mais voilà, un an après, on parle encore d'une probable réactualisation. De l'actualisation. Voilà, donc l'actualisation de l'actualisation. Voilà, donc ça pose un peu problème. Et je crois que les autorités aujourd'hui en sont conscientes et je pense qu'il y a une réflexion qui a enclenché avec la réunion que tu as tenue hier, donc en ligne sur la stratégie SN25 qui, si elle est bien menée, donc doit permettre en tout cas d'aboutir à une mise en œuvre correcte. Merci beaucoup. N'empêche, la stratégie poursuit son bonhomme de chemin. C'était cette salle. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci Ousmane, c'est moi qui vous remercie. Directeur un temps de l'économie numérique du Sénégal, vous êtes également spécialisé en Open Innovation, qu'on a défini d'ailleurs en début d'émission, l'innovation ouverte. Un plaisir toujours de vous recevoir. Merci très chers amis auditeurs pour votre assiduité, votre fidélité, l'attention, l'exigence, toutes ces qualités qui font que nous essayons de poursuivre bien sûr ces émissions, ces réflexions sur le digital au Sénégal et à l'étranger. Fin à présent de ce numéro de ce 27 février 2022. Excellent dimanche et excellente semaine.